Bonjour à tous, alors moi je suis Robinson, Gravier du Monceau, je suis interne en santé publique et donc j'ai aidé Marion sur la partie statistique de la méta-analyse pour cette revue de littérature. Merci, donc moi c'est Marion Fiorentino, je suis ingénieure de recherche IRD, donc dans l'équipe Centercom, et je travaille sur le VIH au sud et sur la question des populations clés, des populations périphériques. Donc on va vous présenter la revue systématique de littérature donc sur les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et avec des femmes en lien avec l'épidémie du VIH en Afrique subsaharienne. Et vu qu'on est dans un séminaire interne, l'idée c'est plutôt de présenter le processus global d'une revue systématique, la méthode, les outils, les différentes personnes qui sont mobilisées et les difficultés qui sont rencontrées. On vous présentera seulement une petite partie des résultats pour illustrer tout ça. Donc, concernant le VIH, l'OMS définit différents types d'épidémies. Donc, dans la plupart des pays du Nord, on a ce qu'on appelle une épidémie concentrée, donc qui est avec une prévalence très faible dans la population générale et des prévalences très élevées dans ce qu'on appelle les populations clés, donc hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les HSH, travailleuses du sexe. Au contraire, en Afrique australe, on a ce qu'on appelle une épidémie généralisée avec une prévalence qui est très largement supérieure à 1% dans la population générale. En Afrique de l'Ouest, on parle plutôt d'épidémie mixte, c'est-à-dire que la prévalence est relativement élevée, entre 1 et 2% dans la population générale, et les populations clés encore très exposées au VIH. Donc, dans ce contexte, on peut se poser la question, dans ces différents contextes, de les transmissions du VIH entre les populations clés et la population générale. Donc, par exemple, pour le cas des HSH en Afrique, on sait qu'ils subissent un fort stigma social et structurel et qu'ils sont très exposés au VIH. Donc, ce stigma, on sait qu'il complique l'accès aux soins et à la prévention. Et donc, nous, on a posé l'hypothèse qu'il y avait une forte pression sociale à avoir des partenaires féminines et donc potentiellement des conséquences pour le risque de transmission aux partenaires féminins. Donc on a voulu voir s'il y avait un état des connaissances sur la bisexualité masculine en Afrique subsaharienne et en lien avec le VIH. Donc on a vu que ce type de synthèse de connaissances avait été fait par exemple pour la Chine, pour les États-Unis, mais qu'il n'y avait pas de revue de littérature disponible sur cette thématique sur l'Afrique subsaharienne ou sur des sous-régions ou des pays en Afrique. Donc on a décidé vraiment d'explorer de façon très large, de faire la bisexualité masculine en Afrique subsaharienne, afin de prendre en compte différentes questions qui peuvent contribuer à cette problématique, donc le contexte psychosocial et culturel, le nombre ou la proportion de HSHF, donc hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, des femmes ou bisexuels, dans les populations de HSH et dans les populations générales, les comportements sociaux et sexuels des HSHF avec leurs partenaires féminines, les conséquences que ça a sur les épidémies de VIH, IST, et éventuellement tout ce qui pourrait être gap, recommandations dans la recherche sur la bisexualité masculine et dans l'accès aux soins, à la prévention pour les HSHF. Donc le projet de revue, du coup on s'est référé dans l'ensemble toujours à la méthodologie PRISMA, qui est la référence internationale pour les revues de littérature. Donc il y a des outils qui sont disponibles. J'ai aussi beaucoup utilisé, il y a beaucoup d'informations, de tutoriels sur le site de l'Université de Montréal pour faire une revue systématique. Donc l'objectif qu'on a fixé pour cette revue, c'est vraiment de collecter et synthétiser toutes les informations qu'on peut trouver sur la bisexualité masculine en Afrique subsaharienne. On n'a pas limité ni les disciplines, ni les dates de publication, et donc on a cherché les articles en anglais et en français. Donc on avait remarqué déjà au préalable que ce sont des données qu'on a appelées secondaires dans les articles, parce qu'en général, dans les études sur les HSH, les informations sur les partenaires féminines, tout ça, c'est plus des informations descriptives de l'échantillon. Donc c'est pas l'objectif principal des études. Du coup, on se retrouve en fait sur un schéma à la fois de scoping review, c'est-à-dire qu'on va faire un état des données disponibles sur une thématique de façon assez large,
Et en même temps, on a gardé les critères méthodaux d'une revue systématique, qui sont très rigoureux, pour pouvoir derrière faire des méta-analyses et pouler les données éventuellement. Donc ensuite, on a constitué un comité de pilotage avec Perrine, Auguste et Bruno de Centercom et Christian Laurent, qui est un chercheur de notre labo IRD. Et on a enregistré donc le protocole sur la base internationale Prospero pour les revues systématiques. Le problème, c'est que depuis le Covid, ils ont supprimé l'étape de reviewing des protocoles parce qu'ils ont eu trop de revues systématiques. Et du coup, le protocole est en ligne, mais il n'a pas été reviewé, alors qu'on aurait bien aimé bénéficier d'un retour critique sur le protocole. Ensuite, donc la première étape pour rechercher donc, les articles, c'est la stratégie de recherche et d'identification des références. Donc ça passe par une étape qui est assez cruciale, qui est le plan de concept. En fait, le plan de concept, c'est comment, en partant des concepts de la recherche, on arrive à formuler des requêtes dans les différentes bases de données d'articles scientifiques. Donc là, on avait deux concepts, c'était l'Afrique subsaharienne et la bisexualité, qui elle-même peut se décomposer en homosexuels ayant des partenaires féminines. À partir de là, on dérive tous les concepts dérivés, des mots-clés, et ensuite on arrive à la requête avec les opérateurs booléens. Donc là, c'est pas la peine de regarder dans le détail, mais c'est juste de montrer en fait qu'il y a une multitude de façons d'exprimer des idées et qu'il ne faut pas oublier des mots-clés là, à cette étape-là pour pas rater des articles. Donc ça donne ce type de requête après qu'il faut adapter à chaque base, traduire. Donc là, par exemple, on a fait les recherches dans 6 bases différentes. Donc en base, PsycInfo, PubMed, Web of Science, Cairn pour le français et Google Scholar. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a lancé les requêtes et ça nous a donné 5098 références. Ensuite, donc on a utilisé le logiciel Covidence, qui est vraiment spécialisé pour les revues systématiques, à partir de cette étape-là jusqu'à l'étape d'extraction des données. Donc on a importé ces 5000 références, il y a 1650 doublons qui ont été éliminés de façon automatique par le logiciel. Et ensuite, on passe aux étapes de sélection. Donc d'abord, l'étape de sélection des titres, sur juste la base des titres et abstracts. Donc ça, c'est des étapes qui doivent être faites par 2 personnes de façon indépendante. Donc c'est moi qui ai fait ces étapes avec un étudiant en master, Nathan. Donc en fait, le logiciel permet à chaque reviewer de prendre ses décisions et identifier s'il y a des avis divergents. Et dans ce cas-là, on avait des points réguliers pour résoudre les conflits. Donc on a examiné comme ça 3348 références. On en a exclu 1936 parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères. C'est-à-dire que soit elles n'étaient pas en Afrique, soit il n'y avait aucune information ni sur les HSH, ni rien qui se rapprochait de la thématique. Et aussi à ce stade, on a été obligé d'exclure 147 articles parce que les textes intégraux n'ont pas été disponibles. Malgré la différentes stratégies pour essayer de les récupérer, on ne les a pas eues, donc on n'a pas pu les inclure à l'étape suivante, qui est l'étape d'analyse des textes intégraux. Donc là, on va regarder dans le full texte s'il y avait des informations d'intérêt pour la thématique. Donc de la même façon, avec un arbre de décision et un système de résolution des conflits entre les 2 reviewers. Et donc au final, l'étape précédente nous avait donné 1365 articles qu'on a examinés, et là on en a exclu 985. Sachant que le logiciel permet de créer des critères pour documenter toutes les causes d'exclusion, puisque ça après, ça fait partie des bonnes pratiques, il faut qu'on sache, qu'on puisse justifier pourquoi on a exclu tel et tel article. Voilà. Donc ensuite, une phase vraiment très fastidieuse de pré-extraction des données, en fait, qui vise en fait à vérifier qu'on ne va pas avoir plusieurs fois les mêmes données. Par exemple, quand il y a un gros projet de recherche qui a donné lieu à plusieurs articles, il a fallu d'abord vérifier qu'on n'allait pas collecter 2 fois les mêmes infos. Donc il faut rassembler les études par pays, voir s'il y a des dates de collecte, des villes de collecte, des auteurs en commun, essayer d'identifier donc, si c'est issu d'un même échantillon pour en fait, fusionner les articles entre eux et ne pas faire de doublons en fait. Donc, à ce stade, donc, on avait 380 articles inclus, on en a fusionné 103 d'entre eux avec d'autres. Du coup, là, vient l'étape à proprement parler d'extraction des données et d'évaluation de la qualité.
Donc là, il a fallu créer un masque d'extraction dans Covidence. Il faut que ce soit le plus détaillé possible, parce que moi maintenant, avec le recul, je vois que si je l'avais fait encore plus détaillé, je me serais épargné pas mal de gestion de base derrière. Donc là, on avait en tout, du coup, 277 articles avec des données extraites. À partir de là, donc ça, c'est la dernière étape qu'on peut faire dans le logiciel Covidence. Il faut tout exporter donc, dans Excel. Donc après, il a fallu faire tout le nettoyage dans Excel, faire les différentes bases en fonction des régions, en fonction des analyses. Et ça, c'est une étape qui est vraiment longue et fastidieuse. Et il faut tout documenter là aussi. Donc là, j'ai créé un journal de gestion de base. Donc au final, ça, c'est donc nos 277 articles répartis par pays. Donc là, on voit en fait qu'il y a des pays qui sont vraiment surreprésentés. Le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud. Et au contraire, certains. Alors là, on voit pas très bien, mais voilà, il y a beaucoup de pays en fait qui sont pas du tout où il y a aucun article, aucune donnée sur la bisexualité masculine. Et voilà. Donc après, pour la suite des analyses, notamment les méta-analyses, on a séparé par région. Donc ça nous faisait 68 en Afrique de l'Ouest, 9 articles en Afrique centrale, 75 en Afrique de l'Est et 91 en Afrique australe. Donc, je vais commencer par l'analyse des données quali. Donc, juste, voilà, donc on a exporté toutes les données quali qu'on avait eues, donc tout ce qui est interview, focus group, observation ethnographique, contenu culturel. On a pris donc tout ce qu'on avait comme quali, on l'a exporté dans Word puis dans NVivo. Donc, ça faisait ça faisait 100 articles. Donc, on a utilisé la méthode qui est recommandée pour les revues systématiques qualitatives. Donc c'est une méthode d'analyse inductive en fait, donc on code ligne par ligne. Ensuite on crée des thèmes descriptifs de façon à les rendre cohérents dans un arbre de code hiérarchique. Et de là en fait vont émerger des thèmes analytiques qui permettent d'interpréter les thèmes. Donc nous on en a trouvé 32 thèmes descriptifs, donc ça aboutit à 5 thèmes analytiques. Donc le premier thème, c'était vraiment toutes les raisons et motivations chez les HSH de s'engager dans les comportements bisexuels, donc soit avoir des partenaires féminines, soit se marier avec des femmes. Le deuxième thème, c'était tout ce qui est vécu, expérience et comportement des HSH en lien avec les femmes, donc dans le cadre du mariage ou dans d'autres situations. La perception de la bisexualité masculine, que ce soit par les bisexuels eux-mêmes ou bien les autres HSH qui s'identifient comme gays, ou bien la population générale, ou bien les soignants. D'autres aspects socioculturels qui sont liés à la bisexualité masculine dans des groupes très particuliers. Et aussi, on a trouvé un thème aussi qui concerne tout ce qui est obstacles et problèmes en fait, pour arriver à atteindre les bisexuels et à leur proposer une prévention et des soins adaptés. Donc on va faire juste un exemple en fait, parce que c'est très riche, il y a beaucoup de choses, mais du coup, par exemple, là, si on regarde donc, dans le thème 2, sur tout ce qui est expérience et vécu, comportement, donc avec les femmes, en fait, il y a, du coup, avec les épouses, il y a tout un tas de stratégies de gestion du secret, en fait, par rapport au statut et au comportement homosexuel, qui vont avoir chacune des implications très différentes en termes de risques. Par exemple, parmi les stratégies qui sont utilisées pour éviter que l'épouse soit au courant en fait, du statut HSH, il y a le fait d'éviter d'avoir des partenaires masculins permanents, le fait de réduire le nombre de ses partenaires, également ne pas utiliser le préservatif avec sa femme, utiliser la PrEP ou ne pas révéler qu'on est VIH positif. Donc on voit bien que ces différentes stratégies, elles vont avoir des implications différentes en termes de prévention. Voilà, donc c'est illustré là par exemple par un verbatim. Donc là c'est une étude qui a été menée au Kenya où donc le participant dit que lui et la plupart de ses partenaires sont mariés et qu'ils évitent en fait d'avoir des partenaires permanents, stables, de longue durée pour éviter que leur femme ne soit au courant. Voilà, donc maintenant on va passer à l'analyse des données quantitatives. Donc Robinson va expliquer un petit peu la méthode et présenter quelques résultats juste après. Et en fait, il y avait aussi toutes les données quantitatives qu'on n'a pas pu intégrer dans les méta-analyses, qui elles vont faire l'objet d'une méthode interprétative, ce qu'on appelle une synthèse narrative, et qui seront aussi
selon leur pertinence ou pas, rapportées dans les articles. Par exemple, on a des études qui sont intéressées à la question de la transmission entre HSH et femmes sur le plan phylogénétique. Il y en a qui ont fait des modélisations. C'est des choses dont on ne peut pas faire une méta-analyse, mais qu'on essaiera de valoriser quand même. Merci Marion. Alors, sur l'aspect un peu plus méthodologique des méta-analyses, donc en fait, après l'étape d'extraction des données, on a obtenu 25 outcomes qui étaient répartis sur 5 thématiques différentes: l'orientation sexuelle, l'attirance sexuelle, les relations sociales avec les femmes, les relations sexuelles avec les femmes et l'usage du préservatif. Donc en fait, pour pouvoir réaliser une méta-analyse, il fallait qu'on ait au moins 4 études par outcome. On a vu qu'on avait également 4 régions. Déjà, la région d'Afrique centrale, où on avait très peu d'études, on n'a pu faire aucune méta-analyse dessus. Donc en fait, on s'est concentré sur les 3 autres régions: Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique australe. Ensuite, pour faire une méta-analyse, il y a 2 modèles possibles. Soit un modèle à effet fixe qui considère que la taille d'effet entre les études est similaire, ou alors, ce qu'on a réalisé nous, un modèle à effet aléatoire qui va attribuer un poids différent à chaque étude selon la taille de l'échantillon. Ça permet donc qu'une étude qui a un plus gros effectif compte plus dans le résultat final qu'une étude qui a un plus petit effectif. Également, ces modèles permettent d'estimer l'hétérogénéité entre les études. Alors l'objectif, c'est qu'on ait le moins d'hétérogénéité possible pour que les études mesurent au mieux la même chose et de la même manière. Donc malheureusement, nous, dans nos analyses, on avait très souvent une forte hétérogénéité. Alors pour cela, on a essayé 2 méthodes pour la diminuer. La première, c'était de rechercher des études outliers qui pourraient donc l'expliquer. Alors je vous passe les détails, mais on avait 4 critères. Et pour qu'une étude soit considérée comme outliers, il fallait qu'on la retrouve dans au moins 3 de ces 4 critères. Ensuite, pour la supprimer, on la supprimait définitivement de la méta-analyse si on obtenait un gain sur l'hétérogénéité d'au moins 10 points. On a également réalisé des analyses en sous-groupes dont je vais vous parler un peu plus tard. Alors, un exemple de résultat, on est sur l'outcome bisexuel parmi les HSH. Donc là, en Afrique de l'Ouest, après méta-analyse sur ce forest plot, on obtient une prévalence de 51% de bisexuels parmi les HSH. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Est, on obtient une prévalence de 36%, donc déjà moins importante. Et pour l'Afrique australe, en Afrique australe, une prévalence de 22%. Donc on peut voir que ce découpage par région est intéressant puisqu'on a des résultats quand même assez différents. Un autre exemple avec les relations sexuelles parmi les HSH. Donc tout d'abord, dans les 12 derniers mois, en Afrique de l'Ouest, on obtenait une prévalence de 47%. En Afrique australe, une prévalence de 29%. Donc là encore, c'est assez différent. On n'avait pas les données sur 12 mois pour l'Afrique de l'Est, donc là on vous présente pour le dernier mois, et on obtenait une prévalence de 23%. Donc ensuite, la deuxième méthode pour diminuer l'hétérogénéité, c'était de faire des analyses en sous-groupes, c'est-à-dire d'identifier des facteurs, des modérateurs qui expliquent cette hétérogénéité. Alors pour réaliser une analyse en sous-groupe, il faut au moins 10 articles, donc on a pu la faire sur beaucoup moins d'outcomes. Et nous, on a étudié 2 modérateurs. Le premier, c'est la méthode d'échantillonnage, en séparant d'un côté les études qui est recrutée via une méthode de Respondent-Driven Sampling. C'est une méthode de recrutement par les pairs qui est pondérée, donc versus les autres méthodes de recrutement. Et également, en Afrique australe, en Afrique du Sud, du fait de la situation sociopolitique particulière, puisque l'Afrique du Sud est le seul pays d'Afrique où le mariage homosexuel est autorisé, eh bien, on a séparé également les études concernant l'Afrique du Sud des études des autres pays d'Afrique australe.
Donc si on reprend l'exemple de l'outcome bisexuel qu'on a vu avant, eh bien avec méthode RDS, on voit qu'on a une prévalence qui est beaucoup plus importante dans ces études-là de la bisexualité, à 37%, alors qu'elle n'est entre guillemets que de 11% dans les autres études. Et également, concernant le pays, on voit qu'en Afrique du Sud, on a une prévalence qui est moins importante de la bisexualité, 15%, alors que dans les autres pays d'Afrique australe, elle est plutôt à 35%. Alors, du coup, là, pour conclure, en fait, on a eu beaucoup d'autres résultats, donc ce qui nous semblait les plus intéressants. Donc déjà, sur l'état de la recherche, on voit qu'effectivement, on a des pays sur- ou sous-représentés, donc c'est très hétérogène. Et d'une façon générale, les données sont hétérogènes. Les indicateurs qui sont pris dans les enquêtes pour mesurer les comportements, tout ce qui est psychosocial, c'est très variable. Donc, du coup, ça limite en fait la possibilité de pouvoir faire des méta-analyses. Également, au sein des méta-analyses, on a vu de l'hétérogénéité, mais ça, c'est lié au fait que c'est une population cachée, c'est rarement des échantillons randomisés et tout ça. Donc c'est très hétérogène, mais le fait, en fait, cette revue de littérature nous a donné quand même énormément de données de types différents qui nous permet de faire une synthèse multiniveau en méthode mixte. Pour la bisexualité masculine, sur le plan psychosocial, donc évidemment fort stigma social et internalisé, des diversités de stratégies de secret et de partage du statut HSH avec les partenaires féminines qui ont des implications différentes pour le risque. Sur le plan du comportement et du risque sexuel, les comportements bisexuels sont vraiment très répandus parmi les HSH en Afrique subsaharienne. Donc c'est largement au-dessus de ce qu'on voit pour les revues systématiques sur les autres continents. On voit aussi, comme l'a dit Robinson, que c'est encore plus le cas en Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique de l'Est et à l'Afrique australe. Donc on peut se poser la question du contexte socioculturel. Également, les rapports non protégés avec les partenaires féminines, ça concerne, donc on n'a pas montré la méta-analyse, mais elle nous donne, selon les régions, entre 20 et 30% des HSH qui sont concernés. Et ce que nous montre à la fois le Quanti et le Cali, c'est que le sexe avec les femmes est perçu souvent comme plus à risque qu'avec les hommes par les HSH. Également, vu que ce sont des études qui souvent, c'est des populations assez jeunes, on va avoir peut-être 10%, la méta-analyse nous donne 10% de HSH qui sont mariés. Mais en fait, quand on regarde d'autres indicateurs de relations avec les femmes, en fait, la proportion va être beaucoup plus élevée. Donc le risque concerne les épouses, mais pas seulement. Et voilà, donc là je vais aller très vite simplement. Donc on va faire des articles, on va faire des articles thématiques, donc en méthode mixte si possible. Éventuellement valoriser les analyses en sous-groupe avec des short reports. Les conférences, ça a déjà été présenté une partie. On va aussi travailler avec nos partenaires communautaires pour voir comment on peut intégrer des messages de prévention qui sont adaptés au HSHF pour leur comportement avec leurs partenaires féminines. Voir comment on peut aussi essayer de mieux les atteindre, parce que les analyses en sous-groupe nous ont montré qu'effectivement, selon la façon de recruter les gens, tu vas plus ou moins réussir à bien atteindre cette population qui est vraiment particulièrement cachée. Et pour la future recherche aussi, bien penser à toujours intégrer cette problématique de la bisexualité dans tous les projets de VIH chez les HSH en Afrique. Et éventuellement, on va peut-être réfléchir à déposer un projet spécifiquement sur cette question pour voir si on pourrait mettre en place une intervention pour cette population particulière. Voilà, donc on vous remercie. On remercie aussi le comité de pilotage, Nathan qui était rédacteur, et aussi Roch et Joseph Larmarange qui nous ont donné pas mal de conseils sur la méthode et sur la revue en général. Voilà, merci.